Voici donc en direct du domaine de Normand, où nous organisons la première université populaire du PRCF. Et en ce samedi matin était notamment invité Frédéric Farah, économiste, qui a notamment publié Fake State. Et d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Justement, pourquoi l'avoir accepté? Parce que c'était la première fois que je suis invité par un autre atelier il y a 2 ans de ça, ou 3 ans de ça. Alors, j'ai accepté parce que je trouve effectivement que votre démarche est très intéressante, de rester dans cette optique de critique du capitalisme, avec effectivement en mobilisant tout un outillage conceptuel, militant très intéressant pour Marx. C'est une pensée courante très riche et qui m'influence aussi parce que c'est quelque chose aussi que je mets dans ma réflexion. Donc je trouve ça intéressant de repartir de cette considération sociale autour du rapport capital-travail, et vous mettez ça en place, une réflexion là-dessus qui me paraît très très intéressante. Donc c'est pour cela que effectivement j'ai accepté avec plaisir cette belle invitation, et pouvoir aussi participer avec vous, avec vos réflexions, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc c'est vraiment important parce que c'est une tradition de pensée, une réflexion qui me paraissent essentielles. Et de surcroît, tu parlais de la richesse de nos travaux qui peuvent apporter, mais réciproquement, j'ai envie de dire, les ouvrages que tu as publiés, et notamment, je pense que la Fake State joue un rôle très important dans la réflexion concernant le rapport de l'État dans la gestion de l'économie par rapport aux thèses néolibérales, etc. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer quel est l'objet principal de cet ouvrage? L'objet principal de cet ouvrage, c'était vraiment de montrer que comment l'État s'est volontairement désarmé de l'intérieur, avec une modification des élites qui le composent, l'abandon des politiques économiques, et c'est devenu un État dont les politiques, et là c'est là où on retrouve un peu un champ commun, c'est-à-dire comment l'État, en quelque sorte, est devenu un instrument au service d'une classe plus que jamais, c'est-à-dire, et que les politiques qu'il conduit, en lien aussi avec ses choix européens, c'est des politiques qui très largement se tournent contre le monde du travail, et se tournent effectivement contre les travailleurs et leurs droits acquis, ce que Croizat appelait les conquis sociaux. Et je trouve qu'effectivement, ça, c'était important parce que c'était à la fois cartographier ces changements, montrer les transformations de l'État, et de voir aussi que l'État, effectivement, menait des politiques, comme on dit, de classe. Et quand on voit, par exemple, les modifications de la fiscalité conduites par Emmanuel Macron, c'est de cette logique-là. Et donc moi, je voulais montrer comment, finalement, cet État s'est transformé, et qu'aujourd'hui, par les choix qui ont été les siens, je veux dire aujourd'hui, par exemple, les choix de la monnaie unique, du marché unique, ce sont des choix, on peut dire, du capital contre le travail. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment la nécessité de ne pas dire c'est l'État contre le marché, mais c'est que l'État s'est mis au service, on va dire, de ces politiques néolibérales. Une dernière question, puisque tu as évoqué à raison la question européenne qui apparaît inévitablement. Tu n'es pas le seul d'ailleurs à travailler dessus. Il y a aussi d'autres économistes comme David Kella, également Coralie Delhomme, pour laquelle nous pouvons avoir une pensée fraternelle, puisque ça fait malheureusement un an qu'est arrivé son décès. En quoi l'Union européenne, justement, porte-t-elle une responsabilité dans cette proposition? L'Union européenne, évidemment, en lien avec les élites, comment dire, françaises, a créé un cadre qui est complètement défavorable au travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez le verre dans le fruit, c'est-à-dire la libre circulation du capital, comme le capital va courir plus vite que les travailleurs, plus vite que la protection sociale, donc qui va devoir supporter ces politiques de compétitivité, de mise en concurrence? C'est les travailleurs eux-mêmes, et dans leurs droits, et dans l'organisation des collectifs de travailleurs. Et donc l'Union européenne, c'est là où, à mon avis, une erreur d'une certaine gauche de croire qu'on peut la transformer en quelque chose de progressiste. L'euro, par nature, c'est quelque chose qui a érodé la capacité de négociation et le pouvoir de négociation des travailleurs. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment tourné contre les travailleurs avec l'acceptation de nos élites. C'est-à-dire nos élites ont voulu Maastricht tel que, c'est-à-dire la monnaie unique, ont voulu le marché unique. Donc aujourd'hui, le nœud, c'est pas simplement au niveau national, il est au niveau européen. Et ce qu'on s'est réjoui de dire, il y a un plan de relance. Non, c'est un moyen encore de pouvoir amener ces réformes de nature qui sont structurelles, c'est-à-dire qui touchent le droit du travail et la protection sociale, à un degré encore plus avancé. Donc aujourd'hui, c'est une prise en tenaille.